La jeune femme fixait intensément l'homme au costume coûteux, ignorant les gardes de sécurité qui s'approchèrent déjà. Ses cheveux étaient retenus en un chignon désordonné, et son t-shirt taché de peinture couvrait à peine ses épaules fines. D'une main tremblante, elle lui tendit un morceau de papier froissé. « Mon sang est le même que le sien. » Le silence envahit la salle d'attente. Le millionnaire déglutit difficilement. Il n'avait jamais vu cette fille auparavant. Ou peut-être si. Pendant 3 décennies, Antoine Dubois avait bâti un empire de verre, d'acier et de discrétion. Sa chaîne de cliniques médicales était la plus respectée du pays. Lui, le visage des soins de santé privés en France. Pourtant, maintenant, assis dans un fauteuil d'hôpital face au corps fragile de son propre fils, il découvrait qu'aucune de ses relations, de ses diplômes ou de ses milliards ne pouvait acheter ce dont il avait le plus désespérément besoin: du temps. Thomas, son unique héritier, était rongé de l'intérieur par une maladie sanguine rare. Et même avec les laboratoires internationaux mobilisés, personne, absolument personne, n'était suffisamment compatible pour le sauver, jusqu'à ce que cette fille apparaisse de nulle part, sans invitation, sans explication, sans peur, et d'une simple phrase, elle déchira tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre histoire. C'est le parcours de la façon dont il a tout affronté, et a découvert quelque chose que personne n'attendait. Mais, à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Antoine Dubois vivait toujours pressé. Il se levait avant l'aube, dormait après que les chiffres soient finalisés et croyait que l'efficacité était une forme d'amour que tout le monde ne reconnaissait pas. À 50 ans, il était le fondateur d'un empire de cliniques d'élite. Il possédait un hôtel particulier à Neuilly, un jet privé et un agenda si chargé que les anniversaires de son fils devenaient des alertes téléphoniques de 5 minutes. Ce mardi-là, il était au 31e étage de son siège social à Paris, révisant des contrats internationaux lorsque son téléphone sonna. « Docteur Dubois, c'est l'école de Thomas. Dites-leur que je rappellerai plus tard. C'est urgent. » Le garçon, il s'est évanoui. Le mot resta suspendu dans l'air. Évanoui. Thomas, Antoine raccrocha et partit sans un mot. Son chauffeur se précipita vers la voiture, tandis qu'Antoine, pour la première fois depuis des années, annulait tout. L'hôpital semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait. La réceptionniste ne le reconnut pas immédiatement. Ce fut un coup pour son ego et un rappel cruel qu'ici, il n'était pas le président du groupe Santé Dubois. Il n'était qu'un père désespéré. « Docteur Dubois ?» Une doctoresse en blouse bleue s'approcha. « Je suis la Docteur Sophie Martin. Votre fils est stable pour l'instant, mais nous avons une situation délicate. » Antoine fut conduit le long de longs couloirs trop éclairés. Chaque pas serrait sa cravate autour de son cou. Dans le lit, Thomas semblait plus petit, plus pâle, presque invisible sous les fils, les tubes et les moniteurs. « Qu'est-ce qu'il a ? Nous sommes toujours en train de confirmer. » Mais les signes indiquent une insuffisance médulaire sévère. Il a besoin d'une transfusion complexe avec un haut niveau de compatibilité génétique. Testez mon sang, celui de sa mère, de mes frères et sœurs, de n'importe qui. Sophie le regarda avec une expression qui mêlait empathie et impuissance. Nous avons déjà testé. Aucune compatibilité suffisante. Nous élargissons la recherche, mais c'est une chance sur 1 million. Antoine serra le bord du lit. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit le contrôle lui échapper. Et il ne savait pas quoi faire. C'est là que tout commença à s'effondrer. Pendant des années, Antoine avait cru qu'il faisait tout correctement. Il avait donné à son fils le meilleur de tout, l'école la plus chère de la ville, des leçons de piano, des tuteurs d'anglais, des cours de robotique. Il avait élaboré un plan de carrière pour Thomas avant même qu'il n'apprenne à lasser ses chaussures. « Tu seras meilleur que moi », disait-il, entre une réunion et une autre. Mais le garçon voulait simplement son père près de lui. Thomas rêvait d'être illustrateur. Il passait des heures à dessiner des créatures sur des feuilles volantes. Mais Antoine n'y voyait jamais de valeur. « Le dessin ne remplit pas l'estomac », répétait-il. « Tu es né pour voler haut. » Et avec cela, il poussa son fils vers un avenir qui n'était pas le sien. Lorsque les tests confirmèrent le diagnostic, une maladie hématologique ultra rare, dégénérative, agressive, Antoine refusa de l'accepter. Mais comment? Il a toujours été en bonne santé.
La maladie a pu être silencieuse jusqu'à présent, répondit la doctoresse. Son corps a lutté pendant longtemps. Les mots le martelaient. Antoine essaya de rationaliser. Il appela des directeurs de cliniques en Europe, activa les laboratoires privés qu'il finançait, convoqua des spécialistes du monde entier. Mais la réponse était toujours la même. Aucune compatibilité, aucune chance sûre, aucun espoir concret. Antoine intensifia ses efforts. Il embaucha des équipes pour rechercher des donneurs dans tout le pays. Il construisit une base de données de profils génétiques. Il offrit de l'argent, beaucoup d'argent. Je paierai ce qu'il faut, 10 fois plus. Trouvez-moi quelqu'un de compatible. Le problème était que même son argent ne pouvait pas acheter du temps. Thomas, de plus en plus faible, pouvait à peine ouvrir les yeux. « Papa, tout va bien ?» murmura-t-il dans un rare moment de lucidité. Antoine essaya de sourire. « Bien sûr, champion, papa arrangera tout, d'accord. » Mais à l'intérieur, il était en ruine. Ce fut le 3e jour en soins intensifs qu'un fait brutal apparut. Le foie de Thomas commençait à lâcher. Ses reins aussi. « Si nous ne trouvons pas de donneur dans les 36 prochaines heures, » commença la doctoresse, laissant la phrase inachevée. Elle n'en avait pas besoin. Antoine s'enfonça dans le fauteuil de la chambre. L'homme, qui avait fondé 74 cliniques dans 5 régions, ne pouvait pas sauver son unique fils. Mais même à ce moment-là, il croyait encore qu'il pouvait tout arranger, qu'il suffisait d'un appel de plus, d'une stratégie de plus, qu'il y avait encore du temps. Les murs de la chambre 612 ne ressemblaient plus à ceux d'un hôpital. Ils se refermaient sur Antoine de toutes parts. Il n'en était pas sorti depuis près de 2 jours. Il ne portait plus de costume ni de montre. Il se contentait de regarder le moniteur cardiaque de Thomas, priant pour que les chiffres ne baissent pas davantage. La doctoresse apportait des nouvelles, mais les mots ne s'imprimaient plus. Plaquettes basses, enzymes altérées, sang s'effondrant de l'intérieur. Antoine, l'homme des décisions, demandait maintenant la permission de tenir la main de son fils. Aux premières heures du samedi, il était presque assoupi lorsque son assistante personnelle l'appela. « Antoine, il y a une jeune fille à la réception. Elle veut vous parler. »« Quelle fille ?»« Adolescente, vêtements simples. Elle dit qu'elle peut aider. Encore une opportuniste. Je ne sais pas, mais elle a dit quelque chose d'étrange. Que son sang est le même que celui de votre fils. » Antoine descendit, las et méfiant. Dans le hall, une fille en jean déchiré, un vieux sac à dos et des yeux profonds l'attendaient. Elle était tachée de peinture sur les doigts et les baskets. Un membre du personnel essayait de la faire partir. Elle résistait. « Léa Durand ?» demanda-t-il, reconnaissant le nom sur le formulaire d'admission. « C'est moi. Comment as-tu su le groupe sanguin de mon fils ? Ma mère disait toujours que mon sang était rare, comme un homme qui... » Elle hésita. « Qui n'a jamais voulu me connaître ?» Antoine sentit un frisson, cette phrase, cette voix, ses yeux bruns. Pendant un instant, ce n'était pas la fille qui parlait, c'était son passé. Valérie, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 15 ans. Elle avait travaillé comme chercheuse dans l'un des laboratoires de Dubois Santé. Jeune, brillante, intense. Ils avaient eu une brève liaison, interrompue par sa démission soudaine. Il n'avait jamais compris pourquoi. Jusqu'à maintenant. « Quel âge as-tu » demanda-t-il, la bouche sèche. « Presque 15. Ta mère est morte il y a 5 ans. Elle m'a laissé chez une tante. Mais je me débrouille. » Antoine sentit une boule dans la gorge. La Dremartin arriva peu après. Léa remit un papier avec son groupe sanguin, le même que celui de Thomas. Des tests furent effectués, des analyses croisées, une frénésie d'activité au laboratoire. Quelques heures plus tard, la Dremartin revint, une enveloppe à la main. La compatibilité est de 96,7%. C'est surréaliste. Seuls des jumeaux identiques auraient un taux pareil. Cela signifie-t-il qu'elle peut donner ? Demanda Antoine, connaissant déjà la réponse. Elle le peut. Et plus encore, la doctoresse le regarda attentivement. Nous avons fait un test de paternité. Les marqueurs génétiques indiquent plus de 92% de chances de parenté directe. Le monde d'Antoine vacilla. Léa, la jeune fille apparue de nulle part, était sa fille. Pendant 15 ans, elle avait existé hors des radars. Pas de fête,
pas de cadeau, pas de père. Et maintenant, elle était la seule qui pouvait sauver la vie du fils légitime qu'il avait élevé avec tant de diligence, mais avec si peu d'affection. Dans la salle de prélèvement, Léa était assise, un tampon de coton sur le bras, attendant la procédure. Antoine s'approcha lentement. Je voulais te remercier. Tu n'as pas à le faire. Même ainsi, je suis seulement venu parce que ma mère m'a appris que si on peut aider quelqu'un, on le fait. Elle parlait de moi? La fille haussa les épaules. Parfois, mais jamais avec colère, seulement avec tristesse. Antoine voulut pleurer mais ne put pas. Elle était comme un miroir de lui-même. Regard sérieux, paroles directes, mais avec quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. La pureté. Cette nuit-là, alors que la transfusion était préparée, Antoine observa ses deux enfants, l'un de sang reconnu, l'autre de sang oublié. Et pour la première fois, il sentit le poids de toutes les absences, de tous les anniversaires qui n'avaient jamais eu lieu, de toutes les questions jamais posées, de toutes les réponses qu'il ne s'était jamais permis d'entendre. Le couloir du laboratoire sentait encore l'alcool et la peinture fraîche quand Antoine s'appuya contre le mur et glissa au sol. Il ne pouvait pas regarder directement Léa. La jeune fille était assise sur l'une des chaises, la tête baissée, attendant la prise de sang. Ses bras portaient de fines cicatrices, non pas de violence, mais de lutte. Lutte contre le froid, contre l'abandon, contre la simple survie. Antoine tenait les résultats des tests dans ses mains. Un papier blanc, avec des chiffres qui hurlaient plus fort que n'importe quel mot. Elle était sa fille. Léa, il tenta de commencer. Elle leva les yeux mais ne dit rien. Il voulait lui demander où elle habitait. Il voulait savoir si elle mangeait bien, si elle allait à l'école, si elle avait des rêves. Mais il n'y parvint pas, parce que la vérité faisait plus mal que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu donner. C'est alors qu'une pensée presque enfantine lui traversa l'esprit. Et si elle avait grandi avec lui? Elle aurait eu la même chambre que Thomas, les mêmes écoles, les mêmes livres. Peut-être lui aurait-elle montré ses dessins à la table du petit déjeuner. Peut-être aurait-il découvert plus tôt qu'elle aimait peindre. Mais non. Elle avait grandi en périphérie, avec une tante absente, vendant de l'art dans la rue, et, selon les papiers, ayant séjourné dans au moins 3 foyers différents. Tout cela pendant qu'il dînait dans des restaurants étoilés, entourés d'éloges et de titres. « Je ne savais pas que tu existais », dit-il finalement, presque dans un murmure. « Je sais. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ont laissé derrière eux », répondit Léa, sans rancune, mais sans pitié. Antoine respira profondément. Peut-être y avait-il encore du temps, non pas pour effacer le passé, mais pour ne pas répéter la même erreur 2 fois. « Tu n'as pas à me faire confiance maintenant, mais je veux être là, si tu me le permets. » Elle le regarda avec des yeux fatigués, mais ne répondit pas. Lorsque l'équipe médicale l'appela pour commencer le prélèvement, Léa se leva seule. Antoine ne savait pas si cela fonctionnerait, mais pour la première fois, il voulait essayer. La salle de transfusion semblait une scène silencieuse. Léa était allongée là, les yeux fixés sur le plafond blanc. À côté d'elle, Antoine observait tout avec un mélange d'anxiété et de fascination. Elle ne se plaignait pas, ne demandait rien, ne pleurait pas. Elle était juste là, faisant ce qui était juste, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pendant que les infirmières géraient la procédure, Antoine tenta d'approcher. « Tu aimes l'art, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. « J'ai vu quelques-unes de tes fresques en ligne. » Très bien, toutes ne sont pas de moi. Parfois, je peins avec d'autres. Silence. Ton frère, Thomas, il adore dessiner. Il ne t'a jamais rencontré, mais il t'appelle déjà ma sœur artiste. Cette fois, Léa esquissa un léger sourire. Il a l'air gentil, ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose. Lorsque la procédure se termina, les médecins lui offrirent un fauteuil roulant. Elle refusa. Elle essaya de se lever seule, mais ses jambes flanchèrent. Antoine la retint avant qu'elle ne tombe. « Tu n'as rien à prouver, Léa. Tu as déjà fait plus que la plupart des gens ne feraient. » Elle retira lentement son bras de lui. « Je ne prouve rien. Je suis juste moi. » Les jours suivants, Antoine commença à lui rendre visite discrètement au centre d'art communautaire où elle vivait. Il lui apportait des collations, du matériel artistique,
ou se contentait d'écouter. Chaque visite était un pas en terrain inconnu, et chaque pas faisait mal. Il connaissait tous les bureaux de son entreprise, mais il ne connaissait pas le nom de la rue où sa fille avait grandi. Il connaissait les revenus de chaque clinique, mais il n'avait aucune idée du coût d'une bonne boîte de crayons de couleur. Mais il essayait. Et parfois, cela suffisait pour commencer. La transfusion sanguine fonctionna mieux que les médecins ne s'y attendaient. Thomas se rétablit rapidement. Ses enzymes revinrent à la normale. Son rythme cardiaque se stabilisa. La couleur revint sur son visage. Mais Antoine, il hésitait encore. Un soir, dans sa silencieuse demeure, il fixa une photo de la mère de Léa. Valérie souriait avec ses yeux, et même sur cette vieille image, elle semblait tout savoir. Il murmura dans le vide, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Au fond de lui, il savait. Valérie connaissait l'homme qu'il était à l'époque, trop occupé, trop froid, trop arrogant pour se soucier de quelqu'un d'autre. Maintenant, il essayait d'être différent. Mais si c'était trop tard, un après-midi, Léa refusa de le voir, dit qu'elle avait besoin de temps. Antoine n'insista pas. Il laissa juste une enveloppe avec des papiers, des photos de son frère et une note. « Quand tu seras prête, nous sommes là. » Pas seulement par gratitude, par choix. Mais le doute le rongeait. Et si elle ne voulait jamais? Un dimanche après-midi, Thomas, déjà à la maison et presque entièrement rétabli, entra dans le bureau de son père. « Et si elle ne m'aime pas ?» Antoine sourit. « Elle t'aimera. Et si elle ne m'aime pas, moi? Alors, nous essaierons à nouveau, mon fils. Comme avec les cliniques, comme dans la vie. » Thomas réfléchit un instant. « Puis-je lui écrire une lettre ?» Antoine hocha la tête. Le lendemain matin, à côté du courrier habituel, il y avait une enveloppe bleue griffonnée avec des crayons de couleur. « Salut, sœur. Je veux te rencontrer. Quand tu veux. » Antoine ne savait pas s'il devait pleurer de fierté ou de regret. Mais dans cette note, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le dimanche se leva nuageux, mais sec, parfait pour les piétons occupant le parc central surélevé de la ville, l'ancienne coulée verte. Antoine et Thomas arrivèrent juste avant midi, comme convenu. Léa avait dit qu'elle pourrait être là, si elle changeait d'avis. Thomas tenait une enveloppe bleue dans ses mains. À l'intérieur, un dessin, 2 frères et sœurs se tenant la main sous un ciel étoilé. Il avait passé toute la semaine à le faire, affinant les traits jusqu'à ce qu'il les juge assez bons. Mais maintenant, en attendant, il semblait ne plus pouvoir respirer correctement. « Et si elle ne vient pas ?» demanda-t-il. Antoine n'eut pas de réponse. « Alors nous essaierons un autre jour. » C'est alors que, au loin, une silhouette familière apparut, marchant lentement parmi les piétons. Léa. Elle portait un jean déchiré, un t-shirt de groupe, et ses inéparables baskets tachées de peinture. Ses boucles lâches tombaient sur son visage. Mais ce qui attira le plus l'attention, c'était son expression, résolue, mais craintive. Thomas se leva et marcha vers elle. « Salut. Je suis... »« Thomas, je sais, » l'interrompit-elle avec un sourire timide. « Tu es plus grand que je ne l'imaginais. » Il rit nerveusement. « Je t'ai fait un dessin. » Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit avec précaution et la regarda en silence pendant quelques secondes. Puis, elle sortit un stylo de sa poche et écrivit dans le coin inférieur du papier « Maintenant, nous sommes 2. Tu sais bien dessiner, tu sais ? Je m'entraîne. J'ai vu tes fresques en ligne. Elles sont incroyables. » Léa rougit, incertaine de comment répondre. « Tu pourrais m'apprendre, si tu veux. » Elle respira profondément, réfléchit et répondit « Je peux. Mais seulement si nous peignions quelque chose ensemble tout de suite. » Antoine observait de loin, immobile. Alors que les deux commençaient à marcher côte à côte vers l'un des piliers, il sentit quelque chose s'agiter en lui. C'était le même sentiment qu'il avait eu en tenant Thomas pour la première fois, mais maintenant c'était différent, de la gratitude mêlée de culpabilité et un immense désir de tout recommencer. Arrivée à la fresque, Léa ouvrit son sac à dos, sortit 2 bombes de peinture et en tendit une à Thomas. « Choisis une couleur. »« Bleu. » Elle hocha la tête. « Le bleu est bien. Le bleu a l'âme d'un commencement. » Pendant que les deux peignaient, riant et échangeant des idées, Antoine s'approcha lentement. Léa le regarda, et cette fois,
Elle ne détourna pas le regard. Il ne dit rien. Il resta là, observant ses deux enfants construire, en couleur, ce qu'ils n'avaient pas réussi avec des mots. Sur le mur, l'image de deux mains se rencontrant au milieu du vide commença à apparaître. Thomas écrivit à côté « La famille, c'est quand le sang trouve le cœur ». Léa ne le corrigea pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce que parfois, un seul geste suffit à réécrire une histoire entière. La fresque fut terminée en fin d'après-midi. Les deux mains au centre, l'une petite et ferme, l'autre plus grande et hésitante, étaient maintenant unies par une ligne bleue traversant le béton fissuré. Autour d'elle, des étoiles aux traits enfantins remplissaient l'espace vide. Chacune représentait quelque chose qui avait été perdu, et maintenant, peut-être, retrouvé. Antoine prit une photo, mais rangea rapidement son téléphone. Ce n'était pas pour montrer, c'était pour sentir. Cette semaine-là, il ne retourna pas au bureau. Il annula des réunions, confia le contrôle temporaire de l'entreprise à ses vice-présidents et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il fut présent. Il conduisait Thomas à l'école, le récupérait, lui posait des questions sur ses dessins, sur sa vie. Parfois, il passait par le quartier où vivait Léa, juste pour laisser une collation, une boîte de peinture, un mot écrit à la main. Elle ne répondait pas à tous, mais quand elle le faisait, c'était avec de l'art. Un jour, il se réveilla et découvrit le mur latéral de sa villa peint. Une nouvelle fresque. Deux enfants assis sur un toit, regardant un ciel où, au lieu de constellation, il y avait des mots comme respect, temps, vérité et pardon. Antoine sourit. C'était une invitation silencieuse. Une chance, il comprit, car au final, les erreurs n'effacent pas les liens, mais il faut du courage pour les réparer. Et parfois, la plus grande forme d'amour, c'est de recommencer, même quand il semble trop tard. Peut-être as-tu aussi quelqu'un qui fait partie de ton histoire, même si vous ne vous êtes pas encore vraiment rencontrés. Peut-être y a-t-il une lettre qui n'a jamais été écrite, une étreinte qui attend encore de se produire, des excuses qui sont restées coincées dans ta gorge. Mais la vérité est, il n'est jamais trop tard pour essayer. Si cette histoire t'a touché le cœur, laisse un j'aime. Cela nous aide à continuer à partager des histoires qui méritent d'être ressenties. Et si tu crois que l'amour peut naître même de ce qui a été oublié, abonne-toi à la chaîne. Il y a tellement plus que nous devons raconter. Maintenant, dis-moi en commentaire quel lien a changé ta vie. Parfois, c'est ton histoire qui donne à quelqu'un d'autre la force de continuer.